va tout le monde? Salut, salut. Salut, salut. Ça va, Viviane? Sylvain? Est-ce que, est-ce que vous avez... Voilà, il y a toujours quelques personnes qui sont en train de rentrer. Voilà, voilà. Comment ça va en France, Viviane? Comment ça va? On est plus ou moins reconfinés. C'est pas très facile, je trouve, en France en ce moment. Je sais pas ce que diront les autres. Je suis pas la seule à être en France là. Enfin, pour moi, c'est une période un peu difficile où il y a eu beaucoup de choses ces 10 derniers jours, plein de choses à la fois et voilà. Enfin, c'est pas la meilleure période que j'ai vécue. Je laisse la main aux autres. D'accord. Sylvain, comment ça va? Ben, pour moi aussi, la période est compliquée. J'ai même pas eu le temps de regarder la vidéo du mois. En fait, je suis en plein déménagement, un peu changement de vie. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Mais bon, voilà, c'est la vie, voilà, c'est la vie. C'est un moment intense pour les gens, oui. Et Camille, comment ça va? Bonsoir, je suis super contente de raccrocher les wagons et de revenir avec vous. La dernière fois que je suis venue à un live, ça devait être l'été dernier. Et j'étais encore en plein soin pour ma leucémie. J'étais encore à moitié à l'hôpital, à moitié à la maison. Et finalement, c'est depuis que j'ai fini les hospitalisations que j'ai moins de temps. J'avais plus de temps quand j'étais à l'hôpital. Maintenant que je suis revenue à la maison et que j'ai mes projets qui se remettent en route, je suis complètement prise par le temps. Je ne vois pas le temps passer. Du coup, j'avais un peu décroché et là, ce mois-ci, je me suis remise à regarder tes vidéos. J'avais donc 6 mois de retard. J'en suis au mois de décembre. J'ai fait septembre, octobre, novembre. J'en suis au mois de décembre. Et puis, du coup, je suis ravie de pouvoir me remettre dedans, surtout en ce moment, là, avec toute la polémique et toutes les histoires autour du rebozo. J'ai suivi un petit peu ça et du coup, j'imagine que vous en avez parlé pendant les lives, très certainement. Voilà, du coup, je suis contente de pouvoir voir tes vidéos et voir tout ce que tu partages là-dessus. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de recevoir ça en ce moment par rapport à tout ça. Merci, merci. D'accord. Je veux seulement demander, Camille, est-ce que toi, tu utilises le rebozo couramment ou tu l'utilises dans ton travail ou... Alors moi, du coup, je commence à peine à m'installer en tant que doula. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup utiliser, mais justement, j'attends d'en savoir plus, de mieux le connaître, de mieux appréhender. Déjà, là, je commence voilà, à m'intéresser à l'histoire, à la culture, d'où ça vient, etc. Et pour, voilà, je trouve ça, enfin, ça me paraît logique pour pouvoir pratiquer quelque chose, de le comprendre dans sa globalité avant de l'utiliser juste comme un outil pratique, quoi. Donc, et j'espère pouvoir l'utiliser un jour dans ma pratique, mais d'abord, je veux m'imprégner de toute l'histoire, etc. Et ensuite, apprendre la pratique en présentiel. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le groupe, je demandais à un moment si tu prévoyais de revenir en France. Mais bon, j'imagine que voilà, ce ne sera pas avant 2022. Mais ce jour-là, j'espère pouvoir. J'ai très envie, du coup, de suivre ta formation, vu que voilà, c'est à travers toi que je connais aussi ça. Donc, pour la continuité, j'espère pouvoir un jour te rencontrer en vrai et apprendre les gestes en pratique avec toi. Donc, j'attendrai ce jour-là pour après pouvoir mettre en pratique. Voilà. C'est ça, merci. Merci, oui. En attendant, je m'entraîne en attendant sur
pardon, je m'entraîne en attendant sur mon conjoint et mes enfants qui adorent ça. Oui, oui, c'est important d'avoir un peu de la pratique. Oui, Oui, c'est tout à fait. Merci, pour Camille. s'entraîner. Et Nolwenn, comment ça va chez toi, avec toi? Bah écoute, ça va. Nous aussi en Allemagne, on a un peu des difficultés avec le Covid et toutes les règles. Mais il fait très très beau, c'est le printemps. Je suis allée ramasser plein de plantes avec mes enfants. On a fait une soupe, on a fait des tisanes aux violettes. Donc ça donne de la bonne humeur. Et puis à côté de chez nous, il y a des petits moutons qui viennent juste de naître et qu'on peut aller voir tous les jours. Voilà, on fait avec quoi. Même si le Covid nous embête beaucoup et que j'ai pas vu ma famille depuis 1 an et que mon neveu a 1 an et que je l'ai à peine vu. Ben voilà, on fait avec, on profite du beau temps. Et la vidéo était magnifique, j'ai adoré. Merci. La vidéo de la placenta? Oui, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment vu un placenta parce que les miens, ils ne m'intéressaient pas. J'étais intéressée que par mes bébés. Voilà. J'ai appris plein de choses. Ah, bien. Je les ai plantés après, mais ils étaient déjà tout congelés, on voyait plus grand-chose. Oui, pour cette vidéo, moi, j'ai demandé à mon compagnon à faire une musique sensuelle parce que comme la placenta n'a pas une réputation très agréable, très... Je trouve que beaucoup de gens, quand ils ne connaissent pas les placentas, c'est un peu... ils font de la réjection. Alors, je dis non, on va faire des placentas sensuelles et un peu avec de l'humour pour donner un peu d'envie aussi à s'ouvrir, à les voir d'une autre façon. Alors, on s'arrête. Bon, je t'avoue quand même que je m'étais installée avec un yaourt sur les genoux et mon ordinateur. J'ai assez vite mis le yaourt de côté. Parce que bon, de manger en regardant les placentas, c'était quand même un peu beaucoup. mais super bien et j'ai trouvé ça très beau et j'ai appris vraiment plein de choses. Est-ce que tes enfants ont vu les images de placenta aussi? Mes enfants regardent très, 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 très rarement un écran, donc ils t'ont jamais vu. D'accord. Très bien. Et je vois que Fabi est ici, mais on ne voit pas. Voilà. Merci, Fabi. C'est bien de te voir. Oui, salut, salut. Tu es en France? Oui, je suis en France, mais je suis mexicaine. Ah, Fabi. Raconte-nous un peu, parce que c'est la première fois que tu nous joins ici dans le groupe. Non, j'étais déjà le mois dernier, mais je n'avais pas vu la vidéo du mois dernier. Je n'avais pas beaucoup échangé. Et en plus, j'avais mes 2 enfants à côté, donc je ne pouvais pas trop parler, je vous écoutais. Mais voilà, je suis maman des 2 enfants. J'ai étudié, j'ai fait une licence en art de la scène. Mais j'ai vécu, je ne sais pas, pour ma 2e grossesse, j'ai senti cet appel de revenir aux racines. Et donc, je suis retournée au Mexique. Et j'ai vécu un accouchement à la maison avec une partera traditionnelle. Et c'est ça qui m'a complètement changée. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est accompagner la femme. J'aimerais vraiment que chaque femme retrouve son pouvoir. Je me suis sentie comme une déesse quand j'ai accouché, même quand j'ai vu mon placenta aussi, toute cette tradition placentaire qui s'est beaucoup perdue. Ici en France, on n'a pas le droit de récupérer son placenta, par exemple. Et donc, voilà, j'attendais avec Kat ce vidéo sur la placenta. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, depuis que
que j'ai vu le mien et que j'ai goûté à ça, c'est à chaque fois que je vois un placenta, je suis émerveillée. Avant, non, parce que même le jour de l'accouchement, je me suis posé la question le jour même. Je me suis dit, est-ce que je vais la consommer ou pas, parce que je suis végétarienne. Et ça me disait, non, ça fait 10 ans que je suis végétarienne et manger de la viande. Et après, ma partenaire, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui te cause problème? Pourquoi? Et puis j'ai dit, bah, je mange pas. Pourquoi tu manges pas de viande? Et j'ai dit, parce que j'aime pas la souffrance animale. J'aime pas. Et puis elle m'a dit, mais c'est pas de la souffrance animale. Ça, c'est un organe que tu as créé toi-même et qu'il est mort pour donner la vie. Donc, il n'y a pas eu cette souffrance animale. Après, tu fais comme tu veux. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vrai, ça m'appartient. Je n'ai pas tué quelque chose pour le consommer. Oui, c'est une autre approche. Donc, et puis, j'ai vu tous les bienfaits que ça fait. J'ai eu une montée de lait super vite, j'ai pas eu de dépression postpartum, je me sentais vraiment différente après l'avoir consommé. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup, j'attends vraiment avec Kat aussi le prochain vidéo où apparemment on va avoir aussi cette médecine placentaire. Ça m'intéresse beaucoup. Et est-ce que je peux demander, la sage-femme, tu as accouché à Mexico ou dans une autre ville? Peut-être je connais ta Non, sage-femme. à Querétaro. J'ai accouché à Querétaro. À Querétaro. Et avec qui? C'est avec Jocelyne. Jocelyne? Mm-hmm. Et là, ça s'appelle Nacer a tu manera. Ça s'appelle son groupe. Oui, son cabinet, si on peut dire ça. D'accord. Mais elle s'est formée avec Angelina Martinez. Elle a pas mal voyagé. Elle a suivi des partenaires un peu de Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Voilà. Oui, c'est bien, Oui. c'est bien. Et ça fait une année que tu habites en France? Ça va faire 10 ans que j'habite en France. D'accord. Et ta placenta, ça te fait bien, le goût de la manger, tout ça, c'était intéressant comme expérience? J'ai pas senti un goût particulier. Je l'ai bu en jus de fruits frais. Et après, c'était des gélules. Donc, il n'y avait pas... Je n'ai pas trouvé... c'était un bon jus de fruits. Je n'ai pas senti qu'il y avait un goût particulier. Mais je ne sais pas si j'étais genre ensorcelée ou je ne sais pas. Parce que maintenant... Allô? Oui. Maintenant, à chaque fois que j'en vois un, c'est comme si je voyais un repas mexicain. C'est comme si je voyais, je ne sais pas, des enfrijoladas, des enchiladas, je ne sais pas. C'est comme si on me présentait un bon repas devant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait même baver. C'est un peu bizarre, mais j'ai ça, je ne sais pas. Mythique. Oui. Une fois, j'ai accompagné l'accouchement d'une amie et elle était végétarienne très longtemps et sa mère, elle a préparé des tacos de placenta à la cuisine. C'était chez moi. Elle a préparé avec un odeur, c'était magnifique. Alors, elle a mangé des tacos et elle m'a offert et j'ai mangé aussi. C'était magnifique. Je barbe aussi. Oui, je sais pas, il y a quelque chose. Moi aussi, ma partenaire, elle m'a fait à moi, à mon mari, à ma mère et à ma fille qui était là, la aînée. Elle nous a expliqué que c'était une façon aussi d'honorer son placenta à soi parce que très souvent on est séparés pas respectueusement, on le jette et puis on lui dit même pas merci, au revoir, rien. Et donc, elle nous a dit, c'est une manière aussi d'honorer le vôtre et de réconcilier cette façon pas respectueuse de vous séparer. Et puis, étonnamment, c'est ma fille qui a redemandé et elle nous a présenté aussi, elle nous a expliqué tout ce que tu avais expliqué, le sac où le bébé il est, le côté maternel. Et puis,
elle ne demandait que à toucher et puis elle a voulu faire, elle, une empreinte avec sa main. Elle était vraiment très attirée par ça. Et puis maintenant, elle me demande encore parce qu'on avait enregistré. Et elle aime bien regarder. Tu me montres ton placenta, je peux voir ton placenta. Et puis elle aime bien regarder ces images. Oui. Magnifique. Magnifique. Et bon, qui encore a des commentaires, des réflexions sur le vidéo de placenta qu'il a vu? Oui? J'ai des problèmes avec l'ordinateur. Oui, j'ai une question. Je me demande comment ça se passe quand les bébés sortent dans la poche amniotique? Parce que le placenta, il se décroche en même temps. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Non, la membrane amniotique, elle est élastique, alors que le bébé est né dans la poche, c'est seulement que les membranes sont élastiques, il sort avec. La placenta ne se détache pas. C'est seulement la membrane qui devient plus élastique. Et comme ça, le bébé a... Ça la déchire pas? Ça la déchire pas à l'endroit où il y a le placenta? Non, non, non. Les membranes, ils sont plus ou moins élastiques. Alors, il y a beaucoup de membranes comment on dit, ils se cassent pour laisser les os sortir, le bébé. Mais des unes, ils sont plus élastiques, ils laissent sortir le bébé sans qu'il se casse et sans aussi détacher le placenta. C'est seulement une question d'élasticité. Ok, merci. Et j'ai une autre question encore. Dans la vidéo, tu dis que le placenta a encore 25% de sang pour le bébé. Oui. 25% du volume que le bébé a déjà, 25% du volume qui est dans le placenta, 25% de quoi? Le bébé. Ça veut dire le sang que le bébé va encore recevoir, ça représente 25% de sa propre sang. Ça veut dire c'est énorme. S'il ne reçoit pas, il reste avec 25% en moins de ce qu'il a besoin. D'accord. Wow, c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Merci. Oui. Il y a une mythe qui dit que non, c'est des médecins qui disent que c'est mieux que le bébé ne reçoive pas pour éviter le ectéris, non? Quand la peau du bébé devient jaune. Mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Moi, dans toutes les années comme sage-femme, je n'ai jamais eu besoin d'amener un bébé à l'hôpital pour faire la photothérapie des ectéris. Grave, non. C'est vraiment une chose qu'il parle, mais ce n'est pas avec une base scientifique. Parce qu'ils disent qu'il va recevoir trop de sang, trop de cellules d'hémoglobine, tout ça. Mais ce n'est pas comme ça. Et bon, peut-être, bon, je vais demander si vous avez des questions et des choses avant qu'on parle sur le thème de rebosso, si vous voulez parler de ça. Mais d'abord, est-ce que vous avez des autres questions, réflexions? Qu'est-ce que vous voulez parler? J'aimerais savoir... Ah, vas-y. J'ai trouvé très chouette que tu fasses une vidéo sur ce thème-là concernant le placenta, parce que avant de lire le texte et de la regarder, je pensais naturellement que tu ferais la vidéo que tu vas faire, c'est-à-dire celle de qu'est-ce qu'on fait avec le placenta, comment on le transforme, etc. Et c'est aussi parce que j'avais traduit le livre de Cornelia Henning. Donc ça, c'est la deuxième partie que tu vas nous faire. Et j'ai trouvé ça super, en fait, parce que c'est aussi très important de bien comprendre, de savoir comment il est fait, comment il fonctionne, des choses un petit peu plus, comment on va dire, pas vraiment scientifiques, mais anatomiques et physiologiques, avant d'aborder aussi les rituels et les transformations et tout ça.
Donc, je trouvais ça super que tu commences par là. Mhm. Ça, on a une meilleure représentation de qu'est-ce que c'est le placenta, à quoi ça sert, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser. Ça va être très Mhm. chouette. Voilà. Ça me fait penser que des fois quand je entends parler une femme qui est enceinte et quand elle parle, ah, je vais manger, je vais faire tout ça, que c'est une chose magnifique, mais des fois ça me fait sentir, ah, pour le moment le placenta est en train de travailler avec beaucoup de vitalité avec beaucoup de l'intelligence. Pour moi, c'est un peu comme si on voit une vache et on dit je veux faire des tacos avec toi. Quelle jambe magnifique. Tu sais, ça me donne un peu l'envie de dire attends. On parle de ça après que la placenta est née parce que pour le moment, elle a l'énergie vitale pour célébrer. C'est subtil que je dis ça parce que je dis ça pas aux femmes s'ils sont en train de parler ça. Je respecte, mais ma sensation, c'est un peu ça. Ah, si la placenta peut vous entendre, peut-être elle va entrer en panique. Je vais te manger. Oui, alors je sentais vraiment qu'il fallait faire d'abord, avant de parler ce qu'on va faire avec elle, après qu'elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans. Moi, je trouve que dans les prochaines années, on va vraiment découvrir beaucoup plus, mais beaucoup plus, parce que, par exemple, de dire que ça se trouve déjà des neurones dans le placenta, c'est facile à le dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils travaillent? C'est quoi la façon qu'ils se communiquent, cette neurone, avec qui qu'ils se communiquent? Enfin, moi c'est des observations que j'ai eues, mais il y a vraiment un univers qu'on ne connaît pas encore. Pas encore, scientifiquement. On a des idées et des sensations, mais la science d'observer la placenta physiologiquement, avec la physique quantique et tous les derniers, tu sais, toutes les dernières découvertes de la physique quantique, que tous les objets, tous les êtres, même sans se toucher, ils sont en contact. Ça, c'est déjà quelque chose qui ouvre énormément pour qu'on regarde chaque aspect de la vie avec ses yeux. Alors, des neurones et des questions énergétiques, on n'a pas vraiment étudié la placenta, on n'a pas vraiment observé suffisamment. Tu sais, les gens trouvent que, bon, le bébé est né, paf, il coupe, il sort, et ce n'est pas tout à fait comme ça. Je trouve assez fascinant. Hier, j'étais appelée pour la naissance d'une bébé elle est née assez vite. Et après, bon, la placenta, on l'attendait, elle a sorti toute seule. Et bon, 10 minutes après, j'étais appelée à notre naissance. Alors, j'ai couru. Ma copine, sage-femme, elle a resté avec la première femme, la deuxième femme aussi. C'était aussi très vite. Les deux bébés, ils sont nés avec 1 heure et quelques de différence. Et la deuxième placenta aussi, elle est née absolument spontanément. Alors, c'était tous les deux tellement délicieux. C'était comme quatre naissances. Le bébé et la placenta, le bébé et la placenta. C'était vraiment des entités. Des entités? Oui. Bellas. Ça va? Oui. Comment ça va avec toi? Tout le monde a parlé un petit peu comment chacune a passé le dernier mois, le dernier temps. Est-ce que toi, tu as envie de nous raconter un petit peu comment ça va? Déjà, désolée un peu pour le retard, j'avais pas vu l'heure.
Ça va, beaucoup de choses ces derniers temps. Je suis désolée, on passe un peu le ménage à côté. Je sais pas si vous entendez ou pas. Beaucoup de choses et pas. Je crois que j'ai pas trop pu regarder de vidéos encore ce mois-ci. J'ai suivi de près un peu, on va dire, l'affaire Rebozo. Voilà. Donc, hâte un peu aussi de voir ce qui en découle. J'ai bien aimé ce que vous en m'avez découlé en 11 points, je crois. Enfin, voilà, ce qu'a publié Naoli. Voilà, j'ai bien aimé votre réponse. Ça me parle en tout cas. Ça me parle en tant que, j'espère et je le souhaite, future pratiquante auprès des femmes. Voilà. Bon, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez du bruit à côté. Un petit peu, mais ça va. Merci. Merci. Voilà. Très bien. Bon, et vous avez des autres réflexions à faire ou est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu sur le thème de Rebozo, les dernières nouvelles, les derniers temps sur ce thème? Vous avez... Oui, peut-être je peux te demander, Viviane, à faire une petite introduction sur ce que tu as reçu parce que en vérité, moi, j'ai d'abord su de cette pétition à partir de Théa, qu'elle est en Amsterdam, et après de toi, et ensuite de Déborah et des autres personnes qui ont reçu cette pétition. Et c'est à partir de ça qu'on a rentré à avoir ce thème avec les autres collègues mexicains, les sages-femmes mexicaines. D'abord, si toi tu veux présenter ce thème, je te remercie. Effectivement, il y a une pétition qui a été lancée par 2 femmes sur la question de l'appropriation culturelle dans la pratique des soins Rebozo. Et donc cette pétition a été lancée. Je crois qu'elle a fait elle a eu pas mal de succès assez rapidement. C'est un thème, l'appropriation culturelle, qui est mis sur la table, sur le tapis déjà depuis un certain temps. Pardon. Qui a beaucoup pris d'ampleur avec le mouvement MeToo et le mouvement Black Lives Matter. Ça, c'est indépendamment du Mexique et de Rebozo, mais disons que le thème lui-même, il est beaucoup, il a été très activé par ces 2 mouvements-là. Et en soi, moi, personnellement, je pense que c'est un thème qui est important et auquel il faut réfléchir et qui peut-être demande qu'on remette en question certaines choses. Et c'est certainement un thème profond, sensible et qui demande de la réflexion, du temps, voilà. Et donc sur les réseaux sociaux, moi la pétition, je l'ai eue par Facebook. Sur les réseaux sociaux, comme toujours sur les réseaux sociaux, les choses vont très 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 vite. Et personnellement, ça me dérange beaucoup d'aborder des sujets aussi importants, aussi sensibles, aussi profonds, par des moyens qui sont où on est quand même très émotionnel, où on est très très dans la rapidité, dans l'instantané, etc. Bon, donc il y a eu cette pétition qui a été tout de suite traduite en anglais. Il y a eu la réponse que toi et une petite 60aine de personnes avaient donnée, sages-femmes ou doula du Mexique avaient donné. Il y a eu aussi d'autres textes. Alors, il faudrait que je les recherche parce que je ne suis pas forte pour retenir les noms. Mais il y a une femme, par exemple, qui vit, une femme de couleur, je crois qu'elle est, je ne sais pas si elle est africaine ou... En tout cas, elle vit aux États-Unis
Et elle a soutenu, elle a écrit un très long texte et qui soutient la pétition, en fait, le texte de la pétition, mais sous l'angle du racisme. Et bon, c'est aussi intéressant, c'est aussi évidemment un thème important. Son point de vue, c'est vraiment de mettre, de mettre en lumière les contenus racistes qui peuvent exister dans les histoires culturelles, quoi, et dans les usages qu'on peut avoir et les comportements qu'on peut avoir par rapport à une certaine culture. Donc voilà, si j'ai bien compris, son angle, c'était plutôt le racisme. Je crois que, enfin, pour l'instant, j'en suis là. Il y a certainement d'autres choses, mais il y a tellement de choses qui passent, qui circulent. Et moi, je suis un peu en difficulté parce que j'ai pas trouvé, enfin, si, j'ai trouvé plusieurs personnes pour traduire de l'espagnol en français le texte des sages-femmes mexicaines, mais j'ai toujours pas le résultat. C'est-à-dire, j'ai eu une première traduction de Laetitia qui n'est pas exploitable en l'état. Je pense que Laetitia, ça fait si longtemps qu'elle est au Mexique que son français n'est pas suffisamment clean, quoi. Et donc, j'ai demandé à 2 autres personnes, et notamment à quelqu'un que connaît Stéphanie. Stéphanie, c'est l'équivalent de moi pour la Belgique, par rapport à Naoli. Donc, elle représente Naoli en Belgique. Et elle me l'a proposé très vite. Et donc, je lui ai envoyé plusieurs messages et j'ai toujours pas le résultat. Et ça me crève le cœur parce qu'il faut aller vite. Et voilà, en attendant, les personnes utilisent Google Traduction. Et moi, c'est bien pour se faire une idée, mais il y a certainement des subtilités. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à traduire dans ce texte. Qui ne sont pas du tout faciles à traduire. Laetitia me l'a dit. Et bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas satisfaite avec ça parce que j'ai toujours pas produit une traduction officielle de votre texte, quoi. Voilà. Je, je regrette tellement de ne pas parler espagnol. C'est vraiment... Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Viviane, il y a un moteur de traduction que mon mari utilise et bon, alors il faut retravailler derrière, hein, mais qui est assez performant et où il n'y a pas énormément de travail derrière. Il est en train de coucher les enfants, mais quand il aura fini, je peux lui demander. Bah, il y a DeepL que je connais, que j'utilise. Bah, c'est peut-être ça. Mais pas. Là, clairement, ça va pas. Ce sont des sujets qui sont très subtils, qui sont sensibles, et il y a des expressions qui sont utilisées dans ce texte. Moi, je veux pas qu'on fasse de non-sens ou de contresens. C'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit très clean, quoi. Et DeepL, c'est super intéressant. C'est un bon moteur de recherche, de traduction. Mais pour ce genre de choses, justement, il faut une personne qui connaisse bien la langue et l'espagnol mexicain pour pouvoir faire quelque chose de sûr, quoi. Voilà. Ils sont longs, les textes? Oui, celui-là, il est assez long. Il y a 5 pages bien pleines. Mon espagnol mexicain est basique, mais mon mari a passé 3 ans au Mexique et mon français est bon. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps très rapidement, mais peut-être qu'on peut regarder. Peut-être, mais il faut voir le texte que tu as déjà, Viviane. Ouais. C'est vraiment un peu de... Tout ça a demandé beaucoup d'énergie, de temps et de concentration parce que nous sommes tous pleins de travail avec les femmes, les accouchements, la naissance et des projets. Alors, on a pris vraiment presque 5 jours complets pour travailler ensemble, cette groupe des sages-femmes et de doulas mexicaines, pour dialoguer, pour essayer d'entendre et comprendre cette pétition
que, bon, on a tous trouvé vraiment qu'il y avait plusieurs choses très, très, très importantes, comme tu as dit, qui sont les questions de l'appropriation culturelle et de respect d'une autre culture et surtout si on voit peut-être des initiatives qui ne sont pas au Mexique, qui prennent les aspects culturels et le simplifient et ils font des écoles ou des systèmes qui sont assez capitalistes pour reproduire un aspect culturel, mais pas avec, avec la connaissance, la connexion culturelle originale, avec la connexion avec les gens qui passent cette sagesse, cette expérience. Alors, il y a plusieurs choses. Et on a trouvé surtout qu'il y avait d'abord les deux femmes qui sont écrites cette pétition. Aucune d'elles sont sages-femmes et tous les deux, ils sont nés au Mexique, mais ils ne sont pas grandis au Mexique. Ils sont très tôt partis pour les États-Unis. Ils étaient des migrants et aux États-Unis et seulement dernièrement, ils sont retournés au Mexique, possiblement à partir de la question de Trump qui a renvoyé beaucoup de gens des États-Unis de retour au Mexique. Et bon, la chose qu'on a trouvée très bizarre, c'est que en même temps qu'ils ont envoyé cette pétition pour faire le tour du monde, en même temps, eux, ils faisaient le marketing pour leur propre atelier de rebozo, avec beaucoup de la force, beaucoup de bruit. Et en même temps, trois choses en même temps, ils faisaient des lives en Instagram, comment on dit, des sessions en direct pour parler mal de plusieurs sages-femmes du Mexique. Alors, on a trouvé de très mauvais goût de faire des critiques sans connaître des sages-femmes. Ils ne disent pas quelle sage-femme, comment on dit en français, indigenous. C'est quel mot? Tu peux dire indigène? Indigène. Oui, ils ne disent pas quelle femme indigène ils représentent, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas, et c'est comme si c'était une théorie. Ils parlent de gens, mais ils ne sont pas ensemble avec ces gens qu'ils essayent de représenter. Il n'y a personne là. Ils ne disent pas « Ah, je travaille avec » ou « Je représente qui ». Alors, c'est une pétition assez théorique, assez politique, mais en même temps, en essayant de saler le nom de plusieurs sages-femmes mexicaines blanches, ou même pas complètement blanches, même les sages-femmes traditionnelles. Il y a une sage-femme traditionnelle qu'on respecte beaucoup, beaucoup, qui est Angelina. Et ils parlent mal d'elle aussi. Ils disent pourquoi qu'elle va aux États-Unis enseigner et après elle repart. Alors on dit bon, elle n'habite pas aux États-Unis, elle ne va pas rester là-bas. Alors on a commencé à comprendre que c'était plutôt une bataille de territoire. Ils ont pris un thème très sensible, très chargé pour avancer leur agenda de promotion des divulgations de leur workshop de rebozo. Alors c'est très, ce n'est pas clean, ce n'est pas propre. Et aussi, ils ont essayé je pense que d'activer la sensation de culpabilité de gens blanches qui travaillent à plus de 20 ans avec rebozo.
il y a plusieurs organisations qui travaillent avec le rebozo, qui enseignent le rebozo, surtout des associations de doula, qui ont pris le rebozo comme vraiment un outil important de soulage pour les femmes enceintes, pour la naissance, etc. Et ils sont attaqués directement, ces personnes, parce que, bon, ils sont blanches. Alors, il y a assez de racisme et de classisme dans leurs pétitions, en même temps en caché avec des concepts politiquement corrects. Alors, c'est tout un paquet très compliqué, très compliqué. Et sûrement, vous n'avez pas eu leur session en direct, mais ils sont très tristes à entendre parce qu'ils parlent en anglais, c'est tout est en anglais. Et ils parlent anglais parce qu'ils sont grandis aux États-Unis, mais ils utilisent beaucoup des mots sans respect. Fuck this, fuck that. Tu sais, des langages sans respect et sans donner de respect aux personnes qui travaillent déjà à beaucoup de temps avec le rebozo. Alors, ils sont amenés un thème légitime, mais avec une façon et un agenda caché qui est pas du tout clean, pas du tout avec de l'intégrité. Alors, ça nous a bouleversé beaucoup au Mexique parce que aussi, moi, je n'étais pas du tout la seule personne à être attaquée, mais attaquée d'une façon très sale. Parce que Naoli, qu'est-ce qu'ils ont dit? À peu près que je mens, qu'ils ont fait de l'investigation sur moi et ils ne sont pas trouvés comme beaucoup des autres femmes qui ne sont pas qui ils disent qu'ils sont. Des choses comme ça, tristes et profondément sans respect. Alors, c'est très difficile à prendre une pétition que vient avec de racisme mélangé. Le racisme qu'on dit le contra-racisme. On met comment on dit, the flags, on met le drapeau. Le drapeau politiquement correct, mais on fait beaucoup de choses sales et sans respect en bas. Et ils se protègent avec les concepts d'appropriation culturelle et le respect au peuple indigène. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup en dessous de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elles ne disent pas qui exactement ils représentent, avec qui qu'ils sont parlés. Pour moi et pour tous les sages-femmes au Mexique qui en a parlé, qui ont travaillé avec des autres sages-femmes, même si on était presque 60 à signer cette communiqué, chacune de nous, on connaît beaucoup de sages-femmes qui ont des collègues, qui ont des amis, qui ont des histoires de vie. Et personne connaît des sages-femmes qui se sont dit « Ah, je ne veux pas que le rebozo soit enseigné. » Personne. Alors, c'est seulement une histoire que nous, on trouve très triste que dans ces moments de l'histoire, pendant la pandémie, pendant cette histoire aussi de Black Lives Matter et toutes les histoires de racisme très fort aux États-Unis, qu'ils amènent, nous on sentait qu'ils sont importés au Mexique des concepts des États-Unis, parce qu'ils sont vraiment des concepts fortement chargés qui ont une histoire culturelle. Enfin, nous au Mexique, on a décidé à se exprimer pour défendre que rebozo, en principe, le rebozo n'est pas indigène. Ce n'est pas un utile indigène, c'est un utile qui a sorti de la combination de
de vêtements espagnols avec des vêtements indigènes. Et ça fait un mélange exactement comme le peuple mexicain. La plupart des Mexicains sont mestizos, que c'est le mélange des indigènes avec des colonisateurs. Et c'est la culture mexicaine qui a pris, qui a fait la naissance de Rebozo et l'utilisation aussi. Alors, ce n'est même pas, allô, les petites filles, allô. Ce n'est même pas un outil indigène, tu sais. Alors, c'est un peu dur ces moments. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez déjà vu le vidéo qu'on a fait d'introduction de Rebozo pour notre atelier en ligne. On a fait une réédition pour lancer au monde, pour que le thème Rebozo soit plus dialogué, pour connaître un peu plus de Rebozo. Et c'est surtout une vidéo que c'est ma perspective, on dit, c'est à travers de mes yeux, parce que moi, sûrement, je ne suis pas une sage-femme traditionnelle, parce que bon, j'ai appris avec des sages-femmes traditionnelles et je travaille beaucoup dans la tradition de la sage-famerie, mais aussi mon père, il était français, c'est une mélange. Alors moi, je donne cette perspective à moi, mais aussi je présente et je donne de l'hommage aux sages-femmes avec qui j'ai appris, et je parle aussi le groupe de sages-femmes qui se sont rencontrées pour discuter ce thème de Rebozo et pour écrire cette communiqué. On dirait qu'à la fin de vidéo, que ça va sortir dimanche, on va le faire public. Il y a beaucoup de photos et de vidéos de ce groupe de sages-femmes mexicaines en travaillant avec le Rebozo, parce qu'on veut vraiment que personne met de restrictions sur l'utilisation de Rebozo. Personne, et spécialement deux jeunes filles qui ne sont même pas sages-femmes, ils ne sont même pas grandis au Mexique et qui ne sont même pas des connexions avec des sages-femmes traditionnelles qui disent ça. Alors, je sais que c'est un énorme risque, parce que maintenant, tout ce que je dis, tout ce que je mets, il y a des gens qui rentrent raciste. C'est un peu difficile d'exprimer des choses sans que quelqu'un trouve déjà que c'est dans un contexte, dehors le contexte, tu peux entendre comme tu veux. Mais bon, on essaye, on est en train de mettre des enseignements de Rebozo chaque jour sur l'Instagram. Et on va aussi faire une conversation avec ces deux jeunes femmes la semaine dernière. Mais c'est un peu difficile de vouloir, parce qu'ils sont déjà dit tellement de choses horribles sur plusieurs de nous, que c'est un peu... ça donne pas trop envie. Mais on va le faire. On va le faire et peut-être on va demander aussi des questions un peu fortes, parce que eux, tu sais, c'est très intéressant comment deux personnes peuvent bouleverser le monde et en même temps donner des restrictions, mais en même temps faire le marketing pour leur atelier. Et dans leur marketing, ils disent on va vous prendre par la main et dans 5 jours, vous allez savoir tout sur le Rebozo. Très intéressant. Très intéressant. Alors, je pense que les êtres humains, la façon comme je comprends, c'est que les gens qui sortent de leur pays, dans ce cas,
le Mexique pour ces deux femmes. Ils sont sortis très jeunes, ils sont passés la plupart de leur vie aux États-Unis avec de racisme, parce que aux États-Unis, les Latinos, les Mexicains ne sont pas bien reçus. Il y a de racisme, il y a. Et possiblement, ils étaient retournés au Mexique à cause de la politique de Trump et tout ça. Et comme tout le monde, ils ont envie de trouver leur niche, leur endroit et de le protéger. Alors, je sens que c'est peut-être une réaction à partir de blessures culturelles, de blessures politiques, de blessures sociaux qu'eux, ils sont vécus. Alors, moi, je peux comprendre ces blessures et comprendre leur envie de se faire un espace pour pouvoir donner leurs ateliers. Mais la chose qui est très questionnable est la façon de faire ça. Et ils sont rentrés fortement avec la politique et les thèmes chauds et sociaux, non? Comme l'appropriation culturelle. Alors, c'est complexe. C'est complexe. En France, il y a une femme qui s'est un petit peu emparée de ce sujet. Ça fait plusieurs années qu'elle en parle d'ailleurs. Peut-être que vous la connaissez. Enfin, moi, je la connais pas personnellement. C'est Eugénia Cornet. Elle vit en Bretagne. Elle est du Guatemala. Et quand j'écoute ces vidéos, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses dans ce qu'elle... bon, elle est complètement en lien avec sa culture. Elle a vécu, elle a grandi là-bas avec des femmes qui étaient vraiment dans cette pratique. Et bon, voilà. Et en même temps, je lui ai demandé à plusieurs reprises de se mettre en contact avec toi, Naoli. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle est intimidée? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle ne veut pas avoir de contact? Je ne sais pas du tout. Elle a créé un groupe spécifique dans lequel pour l'instant je ne suis pas, pour parler justement de l'appropriation culturelle. Et elle, son credo, c'est... je trouve aussi qu'il y a de l'ambivalence et qu'il y a peut-être... C'est pas simple d'émigrer et de ne plus être dans son pays. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est en France. Mais c'est un sujet qui est très complexe. Et on n'en fait pas forcément le tour en quelques années. C'est vraiment... il y a plein de choses inconscientes qui se jouent aussi. Et, moi enfin, j'ai une tolérance par rapport à ça. Je sais que c'est pas simple et que c'est compliqué. Elle en parle pas trop de cet aspect-là. Mais en fait, son credo, c'est donc de dire qu'il faut arrêter en France d'utiliser le terme rebozo, qu'il faut arrêter d'acheter des rebozos au Mexique, sauf si ce sont des rebozos qui sont faits à la main par des femmes qui tissent vraiment sur des métiers elles-mêmes, etc. Elle a en même temps créé aussi son business, enfin business, c'est pas vraiment le terme, disons son entreprise, quoi, avec un lien avec des femmes qui vendent des rebozos depuis le Guatemala. Et elle donne aussi des formations en disant je vais vous montrer plein de choses et tout, mais c'est pas pour que vous vous en serviez comme ça. Il faut que vous fassiez les choses à la française, réinventez vos rites, allez retrouver les rites qui existaient ici. Et il y a une recherche qui est intéressante de ce côté-là. Moi, ce qui me manque, si je fais une recherche dans les rites anciens d'ici, ce qui me manque, c'est que personne ne me les a transmis. C'est dans les livres, c'est dans les textes, c'est du grec ancien, c'est des trucs qui sont morts. Et il faut les ressusciter, quoi. Et ce qui me manque là-dedans, c'est vraiment la passation vivante de la personne qui me transmet quelque chose.
Donc, ça ne me suffit pas qu'on me dise, mais va rechercher dans les archives, dans les bibliothèques, dans les recherches les scientifiques, dans les... Voilà, il existait des choses du temps des Grecs, bah oui, mais bon, moi j'ai besoin de palpable et de vivant, quoi. Mais Enfin, voilà. en même temps, Viviane, c'est quoi le problème de partager? C'est quoi le problème de partager le même endroit avec des autres personnes? Parce que elle n'est pas chez elle aussi. Moi, je ne suis pas chez moi au Brésil. Et on est tous des migrantes. On est nés, Sylvaine, je ne sais pas d'où tu viens, mais tes ancêtres aussi, ils n'étaient pas nés à Paris, en France. Alors, si on va commencer à dire utilise seulement tes choses à toi, l'acupuncture et le yoga et la méditation et le karaté, le kung-fu et le massage thaïlandais et la nourriture chinoise. Est-ce qu'on va commencer à dire utilise seulement les choses qui sont de ton village? Moi, je trouve, si on va commencer à faire ça, on va tout le monde perdre. Tout le monde. Parce que c'est la richesse de partager. Je suis bien d'accord. Là où ça peut me gêner, c'est si nos pratiques pouvaient empêcher les femmes de l'origine d'une tradition d'exercer, de pratiquer leur tradition. Là, ça, moi, ça me gênerait beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas avec les Rebozo, mais en tout cas, ce principe-là, je trouve que c'est ça qui est le plus terrible, quoi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas en réalité. Oui, je pense que et je suis complètement d'accord avec toi sur le partage. Alors là, moi j'avais compris autrement sa réflexion. Moi j'avais compris, elle ce qu'elle invite à faire, c'est partager quelque chose de sa culture, te faire partager à toi quelque chose. Elle avait expliqué ça par l'exemple où je t'invite à manger un plat de chez moi, tu m'inviteras à manger un plat de chez toi, et ensemble, on pourra faire quelque chose. C'est ça l'échange qu'elle propose. Ce n'est pas juste aller goûter des plats de chez les autres, c'est t'inviter à toi aussi, retrouver les plats de chez toi pour que tu retrouves un peu des choses qui te parlent. Par exemple, quand j'avais échangé avec elle présente ses formations avec des plantes aussi de Guatemala, mais elle invite aussi à retrouver, il y a plein de plantes ici européennes qui ont à peu près les mêmes bienfaits. Donc c'est ça, j'avais compris comme ça son approche. C'est pas, ne viens pas toucher chez moi si tu viens pas de chez moi, c'est plutôt, je t'invite goûter des plats de chez moi et je t'invite à retrouver des plats de chez toi qui ressemblent à ce que tu as trouvé chez moi. Oui, alors bon, pourquoi pas? Mais par exemple, pour le terme rebozo, elle souhaiterait qu'on arrête d'utiliser le terme rebozo et qu'on utilise des tissus qui sont faits ici et qui sont... Voilà. Moi, par rapport à la langue, quand on a un équivalent, je suis d'accord d'utiliser un terme français. Mais le tissu rebozo, tel que je le connais, il n'existe pas en français, ni en France. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, sauf si ça porte un réel préjudice aux femmes qui le fabriquent. Mais pour l'instant, je sais pas. J'ai un doute là-dessus, quoi. Je sais pas. Et c'est un échange, c'est d'accord, mais à condition de pouvoir s'enrichir et de pouvoir partir éventuellement avec quelque chose de ce que nous a transmis l'autre. Si c'est un échange juste pour faire connaître, mais tu n'as pas le droit d'utiliser, moi, ça me convient pas dans dans l'exemple des repas, par exemple. Par Oui, contre, oui. les plantes, oui, les plantes, bah oui, ça serait bien qu'on soit plus éveillé à ce qu'on a chez nous. Ça, oui, il y a peut-être des plantes qui sont similaires. Et pourquoi pas utiliser plutôt celle d'ici que celle du Mexique dans ce cas-là. Ouais. Mais c'est aussi...
Il faut que On tu mettes t'entend ton pas. micro, Naoli, on t'entend pas. Voilà. Merci. On t'entend pas. Voilà. Merci. Je dis qu'on serait obligé à le faire parce que si les plantes ne poussent pas chez nous, les plantes du Mexique ne poussent pas en France, vous allez être obligé à trouver les plantes qui sont similaires. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème sur le thème de ségrégation et de séparatisme. Pourquoi est-ce qu'on doit être toujours ségrégué et on dit blanche, noire ça veut dire pas trop tout le temps. Des fois, oui, mais ce n'est pas même pas les Mexicains qui ne veulent pas partager. Les Mexicains, on veut partager. Pour nous, c'est une sensation magnifique que le monde trouve que le Mexique a quelque chose de merveilleux à donner, à en profiter et que les gens parlent, c'est une tradition mexicaine, je te montre. Pour les Mexicains, c'est magnifique. C'est seulement pour eux deux que ce n'est pas. C'est vraiment les deux femmes qui ont pris l'idée de faire la pétition. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un groupe derrière ces deux femmes. Il n'y a pas des autres sages-femmes. Il n'y a pas, même au Mexique, il n'y a pas une division. Il y a un groupe qui sont partis avec eux. Non, on est tous dans ce groupe qui on veut partager. Et eux, ils sont restés seuls. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à essayer d'avoir un dialogue avec nous. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont seuls. Et s'ils vont travailler au Mexique, ils vont être seuls. Je pense qu'eux, ils pensaient qu'il y a un groupe grand de Mexicains qui vont trouver eux. Oui, mais ça, c'est seulement aux États-Unis. Ce n'est pas notre façon de penser au Mexique, de diviser, de séparer. Ce n'est pas notre façon de penser. Et les sages-femmes traditionnelles, on est des amis, on est de la famille, on se adore, on se aime. Eux, ils nous apprennent et nous, on les apprend à faire la suture. On échange comment on dit, los conocimientos. Mais ma tête. Les connaissances. Les connaissances, on fait des échanges. Et si on ne va pas échanger, tu sais, si tu veux apprendre quelque chose de là, oui, c'est bien, on fait les échanges. Mais pour dire que tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas utiliser la mot. Par exemple, tu vas faire un repas africain, tu ne vas pas lui donner le nom africain, tu vas inventer un autre nom. Oui, d'accord, mais moi, je sens que ça enlève la racine, l'origine, la beauté d'où que ça vient. C'est très polémique en tout cas. J'ai vu passer, moi, Naoli, je ne sais pas si tu la connais, mais j'ai vu passer une réponse d'une sage-femme, visiblement mexicaine, qui s'énervait un petit peu, là, justement, et qui disait que tous ceux qui étaient énervés par cette pétition, c'est des privilégiés, ouais, elle faisait le clivage entre toutes ces sages-femmes qui avaient signé ce truc, les 60 sages-femmes, et que à côté de ça, il y a toutes les sages-femmes, comment dire, tous ceux qui sont sans papier ou qui travaillent indirectement, enfin voilà, le petit peuple, entre guillemets, quoi. Elle avait l'air de faire ce clivage-là quand même et de s'indigner un peu que cette réponse que vous avez faite, c'était voilà, les femmes qui ont fait ça, c'est une lentille de privilège parmi l'océan de femmes qui, tu vois, je sais pas si Maria Ascension Ramos Bracamontes, ça me dit rien. J'ai vu passer ça dans les réponses. Et les sages-femmes? Bah, elle dit, ouais, dans le texte qu'elle dit, à un moment, elle dit ça, elle dit, attends, oui, elle est CPM et je crois qu'elle habite actuellement aux États-Unis. Et donc c'est encore dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Elle dit, elle parle oui, elle dit qu'elle est sage-femme. Donc, oui, mais en tout cas, c'est pas vrai, parce que cette communiqué, on n'a pas dit c'est tous les sages-femmes au Mexique qui vont assigner. Mais en même temps, c'est
c'est un groupe avec des sages-femmes traditionnelles. Ce n'est pas seulement tu sais, des gens de ville. Non, 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 c'est tout un mélange et de sages-femmes traditionnelles très importants qui sont enseignés beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres sages-femmes au Mexique. Mais on peut, je pense que si on essaie de trouver des polémiques, on va toujours il y a toujours d'où se prendre. Il y a toujours. Et la situation de race et de classe, bon. Moi je n'ai pas encore entendu une sage-femme traditionnelle qui habite et qui travaille au Mexique en parler quelque chose contre. Pas encore. Il y a une autre je pense qu'elle est doula mexicaine de peuple purépecha, Lucy Pérez, mais elle parlait, elle était fâchée contre la pétition. Elle disait qu'elle était subtile pour ne dire « Ah, les femmes de la pétition », mais elle disait « Vous importez des idées des États-Unis et vous venez parler de choses que vous ne connaissez pas. Et qui vous avez, qui vous allez, comment on dit, a quienes van a afectar. Les effets mauvais vont être pour les artisans qui font le rebozo. Non, si vous arrêtez toute cette éducation de rebozo au monde, eux, ils doivent survivre. Alors, eux, ils comptent avec les ventes de rebozo et c'est un art, une tradition de beaucoup de gens. Alors, elle était fâchée parce que dans sa communauté, il y a des gens qui vivent en faisant de rebozo. Et elle n'était pas contente. Après, je pense que, enfin, je suis un peu partagée. Je suis d'accord que cette pétition des deux femmes, c'est radical, c'est extrême. Mais je suis consciente aussi qu'il y a beaucoup de sages-femmes là-bas qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Et moi, pour l'avoir vécu ici, une formation rebozo, c'est très éloigné de ce qui se passe au Mexique. Enfin, d'ailleurs, on l'appelle soin. Ce n'est même plus un rituel, c'est sorti de quelque chose de sacré. C'est un soin, c'est comme si on allait se faire un soin facial, quoi. C'est quelque chose de presque ordinaire. Donc, là-dessus, attends, mon cœur. Là-dessus, je suis un peu mitigée parce que je trouve qu'ici, c'est quand même beaucoup dénaturé. On dit que ça va affecter les artisans au Mexique, mais la plupart des rebozos qu'on trouve ici, c'est des rebozos industriels, c'est même pas artisanal, qui sont vendus bien évidemment au prix même beaucoup plus cher qu'un artisanal. Donc ça me rend triste aussi de voir un peu cette façon de... Enfin, je trouve que c'est pas très respectueux. Je ne parle pas de toutes les formatrices rebozo, bien loin de là. Mais pour la plupart, je sens que c'est bien, je te fais un week-end en quelques heures ou même en un week-end, tu vas sortir et c'est ça, voir des écoles françaises, des rebozo, des femmes qui s'appellent les chefs rebozo. Je ne sais pas, ça me... Parce qu'on parle d'une transmission de quelque chose, une transmission traditionnelle. Donc, j'ai du mal à accepter que ça puisse se faire en quelques heures. Il faut... Oui, moi, je suis d'accord, Fabi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette école. Moi, je n'étais pas d'accord qu'ils ouvrent cette école avec ce nom comme ça. Pas du tout d'accord. Moi, je sentais que c'était un manque de respect. Et aussi, moi, je trouve que les rebozo, ils doivent arriver, même si c'est beaucoup de travail, c'est difficile et tout, des rebozo artisanales. Moi, je trouve que c'est important. C'est important de donner cette appui et comment on dit, un impulse, l'appui aux artisans mexicains.
Alors, surtout, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et améliorer. Et moi, je trouve aussi que si c'est possible de inviter entre des enseignantes de Rebozo, si on peut toujours inviter des gens du Mexique, mexicaines qui savent, qui sont près de la racine de la culture traditionnelle, c'est beaucoup mieux. C'est le idéal. C'est l'idéal. Mais des fois, par exemple, en Russie, des fois, Angelina ne peut pas voyager tout le temps, ou Doña Queta aussi non plus. Il y a des sages-femmes qui sont déjà vieux. C'est important que la tradition et les enseignements, ils passent d'une génération à l'autre. Et les sages-femmes les plus traditionnelles sont déjà mortes. Et après, les autres qui sont déjà très vieilles, ils sont déjà vieilles, ils n'ont pas l'énergie de voyager, alors ils apprennent des autres et des autres. Et la seule façon de continuer la tradition, c'est comme ça. On fait la meilleure des efforts, le meilleur qu'on peut. Mais il y a des choses qui ne sont pas bien. Je sais qu'aux États-Unis aussi, il y a des organisations qui ont pris le rebozo et ils ont fait le marketing avec ça. Et ce n'est pas joli, ce n'est pas quelque chose que je trouve magnifique. Une fois, j'ai parlé avec Gail Tooley de Spinning Babies parce que moi, j'étais pas contente qu'elle ne donnait pas le crédit aux sages-femmes. Elle avait fait l'appropriation culturelle surtout. Et on a eu une conversation et je sais qu'à partir de là, elle a commencé à faire des échanges. On peut seulement vraiment essayer de faire des échanges. Mais de faire la prohibition, ça c'est différent. Mais c'est en tout cas polémique. Très, très polémisé. Mais moi, je trouve que c'est toujours important de regarder dans des autres arts culturels, des autres endroits, et faire la symétrie, la comparaison. Et surtout, il n'y a pas quelqu'un qui est complètement correct et quelqu'un qui est complètement faux. Ils sont toujours des idées vives et ça doit s'adapter aux endroits. La tradition, elle n'est jamais fixe. On ne peut pas dire qu'il y a 100 ans, le rebozo était la même chose que maintenant. Il y a une évolution. Et cette évolution dépend de gens qui sont vivants. Et si on essaye à garder exactement comme il y a 150 ans, c'est possible que le rebozo, avec la tradition de l'accouchement, ça ne serait pas plus vivant. Alors, moi, pour finir ce thème, je trouve que si on a de l'amour et de respect pour les autres, surtout de l'amour et de le respect et de la empathie, on peut arriver très loin. Mais si on part d'une sensation assez terroriste et avec une négativité forte, on n'arrive pas loin. Et ça, c'était surtout l'esprit de ce groupe de sages-femmes. On a écrit cette lettre avec beaucoup de l'amour. Beaucoup, beaucoup de l'amour, beaucoup de respect. On n'a même pas parlé de femmes qui ont critiqué, qui ont offendu. Non, ça, c'est des choses un peu bas, humaines. Mais on doit à partir de l'amour et de respect. Et on doit faire confiance à l'amour et au respect des autres personnes. C'est ça. Sinon, on va tomber dans des cadres durs, non? Pas avec des règles dures et de parler mal des autres. Ça, ce n'est pas une façon d'appliquer notre énergie bien. On a tellement de choses à faire, des belles choses à faire. Oh, tellement de projets, de femmes accompagnées, tellement de bonheur à voir et
des contacts avec des gens différents. Et ce n'est pas la chose la plus merveilleuse d'échanger quelque chose. Les échanges sont toujours avec de l'amour et de respect, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. C'est ça. Hey, ¿cómo se llama tu hija, Fabi? ¿Cómo te llamas? ¿Te la pela? Isia, se llama Isia. Isia. ¡Qué Sí. linda! ¿Habla español, Isia? Sí, ¿Habla sí. español? Sí. Ay, ¿Te qué da pena? linda. Le dio mucha pena, mucha timidez. Sí. Bon, mes chères femmes, je pense qu'on va se embrasser avec beaucoup de l'amour. Parce que bon, on va lancer cette vidéo. Moi, j'espère que je ne vais pas recevoir beaucoup de messages horribles parce que je me mets très vulnérable là. Mais en tout cas, je le fais avec beaucoup d'espoir et de l'amour pour que les gens puissent voir encore un petit côté de quelqu'un. Ils sont tous des versions. Ils sont tous des versions de la vérité. Il n'y a pas une vérité. Ils sont tous des versions. Ça y est. On se voit la prochaine fois. On va avoir beaucoup de nouvelles dans un mois. Ça va être très différent. On va voir déjà passer ce moment peut-être intense. Peut-être ça va être dans un endroit meilleur. Je pense qu'on va parler avec cette deux jeunes femmes mardi prochain. Alors, oui. Je vous donnerai des nouvelles après. D'accord? Moi, je vais retenter, je vais essayer que Genia te contacte. Je ne sais pas si j'y arriverai, Camille. Tu crois que ça sert à quelque chose? Ben, ce serait bien. En tout cas, je ne comprends pas ce principe de se faire la guerre sans se parler, en fait. La base, ce serait ça, quand même, de discuter, d'échanger, plutôt que de critiquer, de dire oui, ces femmes-là qui font ce papier-là, c'est des privilégiés. Bon, allez leur demander qui elles sont. Enfin, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de notre groupe de sages-femmes mexicaines a parlé avec une des femmes de la pétition et une des femmes a dit « Ah, mais Naoli, elle est française, elle est mariée avec un Chinois. » il a déjà des idées de l'ignorance, même si j'étais mariée avec un Chinois. Et alors? Et alors? Oui. C'est un peu triste, mais bon. C'est elles, en fait, qui se mettent les barrières de race et tout ça. Oui. C'est elles qui ont ces idées-là. Ça doit venir de la souffrance, surtout. On l'appelle le corps de la douleur qui parle. Et bon, voilà. On va essayer de faire une belle communication mardi. Et ce que je peux dire, c'est que le groupe de sages-femmes mexicaines, c'est surtout de l'amour et de la paix et de la tranquillité. Alors, ça doit aller bien. Oli, tu sais, quand tu dis ça, à chaque fois, je me dis, il y a quand même un fond quand on voit la manière dont le Robosso est utilisé à l'étranger. Moi, quand je vois la manière dont on me l'a enseigné en Allemagne, c'est tellement dommage qu'on l'utilise comme un outil qu'on apprend en une demi-journée. Est-ce que ça aurait pas été plus sensé de passer un quart de journée à nous donner l'histoire des Rebozo et justement ce contenu d'amour, etc., plutôt que des techniques? Si on a si peu de temps, est-ce qu'il faudrait pas essayer de commencer par là, justement? Et là, on aurait une vision complètement différente du Rebozo dans les autres pays, je pense. Est-ce que vous voulez que je vous donne le link? J'ai mis mon vidéo dans le YouTube
parce que dimanche, on va le faire sortir pour tout le monde. Mais je peux vous donner le link, vous pouvez le voir déjà. Et bon, si vous voulez, seulement qu'il faut attendre jusqu'à dimanche pour partager le lien, parce que bon, ça va être le moment de le lancer en même temps. Mais vous, cette petite groupe, vous pouvez le voir vous-même si vous voulez. C'est 20 minutes de vidéo. Si vous voulez le regarder maintenant, si vous avez le temps. Et voilà, comme un petit dessert. J'espère que vous allez aimer. Attendez, je vais regarder le link. Attendez un instant, je vais vous donner. Attendez un petit peu. Vous allez le trouver. Ah, mais non, Viviane, c'est pas encore prêt la traduction en français. Ce n'est pas encore prêt, n'est-ce pas? Ou c'est prêt? Moi, j'ai traduit les sous-titres, mais je crois qu'il y a quelques textes qui sont encore à... Tamaya m'a renvoyé des textes et peut-être que c'est à accrocher à cette vidéo-là. Attendez un instant. Dimanche, c'est dans 2 jours, on peut patienter. Hein. Oui, ça peut être. Ça ira. D'accord. Je vais voir seulement très vite parce que bon, tout. Tamaya, ¿qué están los subtítulos puestos en el? Ajá. No, no es el trailer, no, en el del rebozo. No sé. A ver. Necesitas resolver eso. Tienes que signar esta. C'est pas la voix de Tamaya, ça, si? C'est son frère. Je ne sais pas. Je vais demander à Tamaya. Sinon, dimanche, je vais te donner, Viviane, et je pense qu'on va mettre aussi dans le forum, notre forum de Facebook, et on va vous envoyer un email aussi, d'accord? Alors, à bientôt et bonsoir pour vous. Bonne nuit à tous et à toutes. Bientôt. Je vous embrasse très fort et à la prochaine fois. Ciao. Des bisous.